les œufs de table et poulets de chair accessibles à toutes les couches sociales. Au Cameroun, c'est un défi que peine à relever l'État et l'interprofession avicole au Cameroun. Et donc, les intermédiaires sont pointés du doigt comme responsables de la spéculation de la surenchère. Et pour inverser la tendance, les experts sont d'accord qu'il faut miser sur la transformation. C'était donc la toile de fond, le fil d'Ariane du Salon avicole international, la 5e édition qui vient de se tenir au Cameroun du 23 au 25 avril à Yaoundé, c'était au Palais des Congrès. La rétro de ce dimanche s'intéresse également à la divagation des bêtes en milieu urbain, à Douala précisément, en mort sur le carreau. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la rétrospective de l'information, le rendez-vous de l'actualité dominante de la semaine. Bienvenue. Pour cette édition, nous recevons un ingénieur agroalimentaire et pour parler justement de la filière avicole, il est le président de l'interprofession avicole du Cameroun. Président François Ndjonou, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la rétro une fois de plus. Alors, pendant 3 jours, le Cameroun a vibré au son et au rythme du secteur avicole. Au Cameroun, on parlait des produits aviaires et donc on a reçu des experts qui sont partis de près de 7 pays à travers le monde, la Turquie, l'Allemagne, la France, la Belgique, la Chine et bien d'autres, ainsi qu'une délégation partie de la Centrafrique pour honorer ce grand rendez-vous rendu à sa 5e édition. Qu'est-ce qu'on en retient, vous qui êtes l'un des organisateurs avec le Minader? Merci pour la question. C'est vrai qu'il s'est tenu à Yaoundé, un salon avicole international. C'est la 5e édition, parce que c'est un salon qui se tient tous les 2 ans, à l'exception de l'année 2020, à cause de la crise de Covid, que tout le monde entier a connue. Donc c'était la 5e édition, et cette édition a vu la participation de beaucoup de pays étrangers. Il faut rappeler ici que c'est un salon international. Donc ça a marqué plus son caractère international par la présence donc, de tous ces exposants étrangers. Ils sont venus et nous avons... ce salon s'est terminé le 25. Le 25, c'était jeudi. Donc c'est tenu de mardi à jeudi. Et nous avons aussi connu une délégation forte, conduite par le ministre centrafricain de l'élevage et de la santé animale. Une délégation d'environ 8 personnes. Et tout le monde est parti, je le dis avec beaucoup de joie, étant très satisfait. Parce qu'en fait, à la fin, à la cérémonie de clôture, nous avons recueilli quelques impressions des membres, des exposants, de tous ceux qui ont participé. Et tous étaient unanimes que le salon s'est tenu dans de très bonnes conditions déjà. Et le salon a vu une participation massive des professionnels de la filière avicole venus du Cameroun et d'ailleurs. Et tous sont partis avec même des recommandations. Je veux même vous surprendre en disant qu'il y a quelques exposants qui ont voulu même déjà réserver le stand pour la prochaine fois. Tous ceux qui nous regardent à la maison, notamment les ménagères, pour qui le poulet reste un aliment de luxe, des familles qui ne voient le poulet de chair qu'en fin d'année pendant les fêtes de Noël, parce que ça reste encore onéreux, 3 000, 3 500 francs pour avoir un poulet de 2 kg. Ce n'est pas mis à la disposition du Camerounais moyen. On vient d'ailleurs de nous indiquer que 10 millions de Camerounais vivent avec moins de 1000 francs CFA. À quel niveau est-ce que des salons comme ceux-là peuvent intéresser la majeure partie des Camerounais qui ont du mal à avoir du poulet dans leur plat? Oui, c'est vrai que beaucoup de ménages, il y a beaucoup de consommateurs qui se plaignent du prix du poulet et du prix de l'œuf. On ne parle pas suffisamment de l'œuf. Moi, j'ai toujours rappelé que les protéines d'origine avicole sont les moins chères sur le marché. Parce que quand vous parlez d'un poulet de 2000 francs, un poulet de 2 kg à 3000, c'est 3000 francs au jour. Si on prend à 3000 francs, et si on enlève 25% des abats, on a 1,5 kg de viande. Et vous imaginez qu'à 1,5 kg, si vous achetez à 2000 francs, le prix du kilogramme de poulet revient à 2000 francs.
Et si on fait le même raisonnement avec les œufs, une alvéole, ça se vend généralement en alvéole de 30 œufs. Et 30 œufs d'environ 50 grammes l'œuf, j'avais dit que le kilogramme de l'œuf revient autour de 1400-1500. Donc vous comprenez que dans tous les cas, les protéines d'origine avicole sont les moins chères et en général de très bonne qualité. Vous savez, hein, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui le dit. Les protéines de l'œuf sont les protéines de référence. Donc toutes les protéines sont classées par rapport aux protéines de l'œuf. Donc ces protéines sont non seulement moins chères et de très bonne qualité, ça il faut le dire. Mais aussi, c'est vrai aussi qu'on continue, on se plaint parce que la viande de poulet est très consommée. C'est la première viande, la viande la plus consommée au monde aujourd'hui. Mais on souhaiterait que ce soit davantage consommé par tous les ménages camerounais. Exactement, c'est notre souhait de toutes les façons. Notre souhait, c'est qu'on consomme davantage la viande de poulet et nous travaillons dessus. Justement, vous avez posé la question de savoir comment est-ce que ce salon peut contribuer à faire baisser le coût de production de ces protéines. Enfin, vous savez, ce salon, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu où tous les professionnels affiliés avec eux se rencontrent. Ils se rencontrent pour discuter, pour échanger, il y a des communications scientifiques au cours desquelles on explique, par exemple, les dernières innovations technologiques. On découvre ce que les grandes firmes européennes qui étaient là, ce que ces grandes firmes font. Il y a par exemple l'introduction des TIC hein, dans les fermes. Hein. Toutes ces technologies pour faire baisser le coût de production. Donc pour augmenter la rentabilité, faire baisser le coût de production. Au cours du salon, on échange sur la manière d'utiliser d'une manière rationnelle par exemple les intrants comme par exemple du maïs, comment faire baisser le coût du maïs pour pouvoir produire mieux, pour pouvoir produire moins cher. Je parle du maïs particulièrement parce que c'est la première la matière première la plus importante qui entre à près de 60% dans la province. Donc voilà, au cours du salon, on apprend comment faire pour rentabiliser, pour optimiser la production dans les fermes. Donc c'est franchement le lieu le plus indiqué en fait pour les éleveurs pour apprendre mieux et pour gagner plus d'argent. Le Cameroun est devenu le lieu de convergence des grands experts en la matière qui partent du monde pour le sol camerounais. Ça fait déjà 5 éditions, des retombées d'année en année ou alors d'édition après édition. Qu'est-ce qu'on en retient de façon concrète? Non, concrètement, voilà, la 5e édition a été mieux organisée, a connu plus de participants, plus d'exposants que la précédente. Et ainsi, d'année en année, je me rends compte que ça gagne en autorité, ça gagne en ampleur. Et le Cameroun réussit à inscrire donc, le Salon avicole international de Yaoundé dans l'agenda des salons dans le monde. Justement parce que ces exposants ils courent au Cameroun justement parce que c'est un secteur qui est assez dynamique. Qu'est-ce qui les attire particulièrement au Cameroun? Qu'est-ce qui les attire justement? Ce que je disais, c'est le dynamisme du secteur. Le Cameroun, vous imaginez qu'il a atteint vers les années 2015 un cheptel d'environ 71 millions de poulets, c'est quand même énorme. 71 millions de poulets produits au Cameroun, ça attire beaucoup de gens, ça attire beaucoup d'investisseurs. Le Cameroun est assez dynamique sur ce secteur. Je veux vous dire que, par exemple, dans la sous-région, c'est la locomotive, le Cameroun. Le Cameroun est le pays qui produit plus de 80% des produits de volaille dans toute la sous-région Afrique centrale. Donc c'est très important aux fournisseurs étrangers parce qu'ils viennent vendre le produit, ils viennent vendre. Enfin, c'est des commerçants de toute façon, mais ils viennent vendre le produit, mais aussi nous on apprend beaucoup d'eux. et nous aussi on essaie de vendre à l'étranger. Je vous ai parlé de la délégation centrafricaine avec qui nous on a tenu plusieurs réunions pour voir comment nous on peut leur exporter aussi notre savoir-faire par exemple. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction de cette émission. La tradition voudrait que nous nous intéressions d'abord aux faits de société. Cette semaine, on a enregistré une perte en vie humaine, une perte causée par la présence des bœufs sur la voie publique. C'était dans le 2e arrondissement. Titi Freeman. Sous ce camion, une vache en agonie, son troupeau en divagation, vient de causer un accident mortel au lieu dit Texaco Aéroport à Douala. Le Benskina qui portait les 2 clients passagers ici, il a voulu esquiver les bœufs qui étaient en route.
En esquivant le bœuf, alors le camion, lui aussi, il était en allure. Il les a maintenant pris. Et les deux sont... On a mené deux à l'hôpital. L'autre s'agitait déjà par terre en criant qu'on l'amène à l'hôpital. Celui-ci, bon, comme Dieu a décidé, comme il a décidé pour lui, il est mort sur place. Le corps d'une de leurs 3 victimes gît sur le macadam, la tête complètement ouverte. Les 2 autres, grièvement blessés, ont été conduits à l'hôpital. La situation suscite la colère des automobilistes et usagers de cet axe, victimes quotidiennes des incidents créés par ces bêtes. Chaque jour, tous les accidents qui se passent ici à Laslo, c'est les bœufs. Il faut que l'État revoie ce problème-là, parce que nous avons déjà eu trop de cas de meurtre par rapport à ces bœufs-là. Cet autre accident remet au goût du jour le problème des animaux en divagation à Douala. On doit lever les bœufs en route. Les bœufs n'ont pas le droit de marcher dans les voies publiques en ville. Le bœuf, quand on appelle un animal, l'animal doit rester en brousse. Les animaux ne doivent pas habiter en ville. Les animaux doivent rester en brousse. Mais selon les on dit que c'est les animaux des gros poissons. Les animaux sont assurés. Voilà, on a perdu l'un de nos frères. Est-ce que l'assurance va payer ça? Qui va s'en occuper? On doit voir ce problème. On voit ces propriétaires de bœufs là. Ils arrêtent avec cette histoire. Tout c'est trop. Vivement que la mairie de la ville sorte de son silence et son indifférence pour mettre fin à ce phénomène désormais mortel. La réglementation, n'est-ce pas, interdit que nous ayons des bœufs en divagation en zone urbaine. C'est pour cela que nous voulons qu'à compter de ce 25 avril, que les propriétaires, n'est-ce pas, de ce bétail puissent prendre leurs responsabilités. Nous ne voulons plus voir des bêtes en divagation dans notre ville. C'est par ces mots que le gouverneur de la région du littoral monte au créneau face au phénomène des bœufs en divagation à Douala. Son rappel à l'ordre intervient 3 jours après l'accident mortel créé par ces bêtes dans la ville. Cet accident n'a pas laissé les populations de Douala dans une indifférence. Et c'est pour cela que nous avons jugé utile de pouvoir réunir autour de cette table les responsables des municipalités, les autorités administratives, les services techniques de l'élevage et convier également les propriétaires de ces troupeaux de bœufs. Un appel au civisme de ces propriétaires de bétail exposés à des sanctions en cas de non-respect de la loi. Il y aura une saisie de ces animaux qui seront mis en fourrière d'une part et d'autre part on peut saisir ces animaux pour donner ça vendre ça aux enchères. Et bien évidemment les propriétaires seront punis conformément à la réglementation en vigueur. Pour rappel, la divagation des bêtes est interdite en périmètre urbain, tel que le précise l'article 2 du décret présidentiel du 14 septembre 1976 portant réglementation de l'élevage, de la circulation et de l'exploitation de bétail. On commence à s'habituer à voir des bœufs, des chèvres, des moutons circuler un peu partout dans la ville de Douala. Douala est une porte d'entrée du Cameroun, l'une des principales portes d'entrée du Cameroun. C'est d'ailleurs le hub économique de l'Afrique centrale. Et donc voir des bœufs qui circulent un peu partout. François Ndjonou, qu'est-ce qui, à votre avis, pourrait expliquer ce phénomène? Est-ce le laxisme des pouvoirs publics, l'ignorance des propriétaires? C'est quoi? Moi, je pense que c'est les deux. Il y a le laisser aller, le laisser faire. Et il a fallu qu'on attende un accident mortel pour réagir. Parce que je vois la réaction des autorités. Ça vient après l'accident mortel. On a déjà perdu des vies, malheureusement. En fait, je pense que les pouvoirs publics devaient veiller à ce que les bœufs n'entrent pas dans les villes, pour qu'il n'y ait pas divagation des animaux, que ce soit les bœufs, je vois souvent des chèvres, des moutons traverser des routes partout dans la ville de Douala, au cœur même de la ville, ce qui n'est pas normal. On en voit même à l'aéroport. On envoie l'aéroport, et franchement en pleine ville, hein, j'en trouve souvent à Douala, je vis à Douala, donc ce n'est pas normal du tout. Il y a des risques, des maladies, des zoonoses par exemple. Oui, bien sûr, hein, puisque quand les animaux sont en contact avec des hommes, bon, j'espère que ces animaux sont bien suivis sur le plan sanitaire, j'espère bien. Mais je crois que le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales y veille.
Nous ne pouvons pas dire avec certitude si ces animaux peuvent transmettre des zoonoses, puisque nous ne connaissons pas leur état sanitaire, mais j'espère que ces animaux sont en bonne santé. Mais il y a une autre inquiétude quand même, au regard de ce que ces animaux circulent sans berger derrière. Ces animaux sont abandonnés à eux-mêmes, donc on ne peut pas être garanti de ce que ce soit des bêtes en bonne santé. Et l'accident qu'on vient de vivre, on ne sait pas qui va prendre les blessés en charge, puisqu'on parle d'assurance. Qui va payer le lourd tribut? Qui va assurer la prise en charge des personnes qui sont encore dans les hôpitaux et même assumer la responsabilité de cette perte en vie humaine? En fait, que ces animaux soient même suivis par un berger ou pas, c'est pas normal que ces animaux divaguent en ville. En fait, que ces animaux soient même conduits en ville. À Douala, on voit des troupeaux d'animaux, on en trouve des troupeaux, j'ai dit des gros troupeaux de plusieurs têtes d'animaux conduits même par des bergers, ce qui n'est pas normal. Ça trouble la circulation déjà, ça crée des embouteillages et ça va jusqu'à causer la mort des citoyens camerounais. On parle de propriété de gros poissons. Oh, bon, malheureusement, ça fait perdre des vies, c'est ça qui est mauvais. Donc, c'est pas normal. S'il faut transporter même des bœufs à l'abattoir, on doit les transporter dans des camions appropriés. On ne transporte pas des bœufs, on ne fait pas marcher des bœufs sur des routes à grande circulation comme à Douala. Déjà, même sans bœufs, on ne parvient pas à circuler, mais avec des troupeaux de bœufs, ça devient encore plus grave. Vous êtes arrivé avec des difficultés tout à l'heure, beaucoup d'embouteillages, de bouchons au niveau du pont sur le Vouri. Exactement. Imaginez s'il y avait encore un troupeau de bœufs, vous n'aurez pas peut-être pu arriver pour honorer le rendez-vous de cette émission, la rétrospective de l'information. Alors, puisque nous parlons d'animaux, nous allons rester sur le sujet principal. Il s'agit bien sûr des œufs de table et des poulets de chair. Plusieurs mesures gouvernementales ont été prises à l'effet de permettre la vente de ces denrées à des prix accessibles seulement sur les marchés. Dans les marchés sur les étals, on a encore du mal à voir des prix homologués être pratiqués par des commerçants. Double reportage. Le prix du poulet de 2 kilos sorti de la ferme à 2300 francs et une alvéole de petits œufs à 1900. Cette décision de l'interprofession avicole du Cameroun, qui fait suite à l'appel à baisser les prix lancé par le ministre du Commerce, n'est pas répercutée dans les marchés. Rien n'a changé. Il y a la pondeuse à 3500. La chair, les poules de chair, les petits à 3 000. On passe, c'est toujours la même chose, ça n'a pas encore changé. On nous fournit la pondeuse à 2600. Déjà, à l'ouest, il fait payer le transport. Ça vient ici, ça nous retrouve dans les 2700, 2800. Donc on est obligé de vendre à 3000 pour avoir ne serait-ce que même 200 ou 100 francs dedans. C'est la même galère pour l'achat des œufs. Pas d'alvéole à 1900 francs. À la ferme, depuis Bafoussam, on nous livre des œufs à plus de 1900 francs. Donc c'est pas possible, le transport et tous les coûts que ça... Les casses et tout. On ne peut pas vendre les œufs à moins de 2100 francs. Oh, les œufs, alors, c'est la magie. C'est 100 francs. Le bouilli, c'est 150. Oui, c'est 150 sur le bouilli. On ne comprend pas. On nous voit ici à 150. Bien que le prix du kilogramme de maïs ait chuté de 310 francs à 200 francs et le son de blé de 150 à 70 francs, ces matières premières restent onéreuses selon le président de l'interprofession avicole du Cameroun. Ce qu'on oublie, c'est que ce prix reste encore très cher pour nous. D'habitude, le prix du maïs, du kilogramme de maïs tourne autour de 170 francs, 175 francs à pareil moment. Mais aujourd'hui, on est à 200. C'est très important aussi d'insister sur le fait que nous ne déterminons pas les prix des poulets sur le marché. Parce que j'ai précisé dans la lettre que ce sont des prix chez l'éleveur. Il y a des intermédiaires, que ce soit en poulet ou en œuf. Il y a des intermédiaires qui viennent chez l'éleveur acheter le poulet pour aller le revendre sur le marché. Et en réalité, c'est eux qui font les prix. Que ce soit la baguette de pain, le ciment ou le fer, une incidence sur le prix reste attendue. Merci beaucoup. Retour sur ce plateau. On a parlé justement de ces œufs de table et poulets de chair qui ont du mal à être accessibles. Et justement, vous disiez tantôt que ce n'est pas de votre responsabilité. Les poulets partent des fermes à 2000, 2300, 2200 même. Et sur les marchés,
on est à 3500, parfois 4000 francs CFA. Et justement, pour vous, la spéculation sur les produits aviaires ne cessera pas tant qu'on continuera de vendre les poulets sur pied. On aimerait comprendre davantage. Oui, il faut dire que généralement les prix des poulets dans les fermes ou des œufs au niveau du producteur ne sont pas aussi élevés. Ceux qui fixent le prix déjà et ceux qui font élever les prix, ce sont des intermédiaires. Parce qu'en fait, entre l'éleveur et le consommateur, il y a des intermédiaires. Il y a des gens qui viennent acheter, ils augmentent les coûts de transport, ils ajoutent le marge et autre chose. Surtout avec le carburant qui a augmenté. Le carburant a aussi augmenté, justement. Le carburant a augmenté, donc ils ajoutent ces coûts et en fait, tous les coûts qu'on ajoute dessus dépassent de très loin même le bénéfice de l'éleveur, de très très loin. Donc en fait, s'il faut travailler sur le prix de vente à la ménagère, il faut que l'interprofession avec l'État, que nous essayons de réfléchir sur le coût de ces intermédiaires, que les intermédiaires ajoutent, le surcoût qu'ils ajoutent donc sur le coût de poulet à la ferme. C'est très important de comprendre ça. On accuse l'éleveur, mais ce n'est pas l'éleveur qui le fait. Je suis assez formel là-dessus. Nous avons même, avec le ministère du Commerce, réfléchi un moment dessus et on a créé ce qu'on appelle les marchés témoins. Les marchés témoins qui se font généralement pendant les périodes de fête, où l'interprofession vend directement le poulet à la ménagère. Vous avez constaté qu'il y a une différence, souvent de coût de prix, souvent qui va même jusqu'à 500 francs, allant de 300 entre 300 et 500 francs. Donc nous avons essayé de couper donc ce cordon et vendre le poulet directement à la ménagère. Et pour aller dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure, en produisant les poulets et en vendant directement aux chaînes d'abattage, vous imaginez que ces intermédiaires sont directement éliminés aussi. Il y a des conséquences économiques. Eux aussi, ils ont besoin de nourrir leur famille. Mais y a-t-il pas possibilité pour l'interprofession avicole à pouvoir travailler avec ces intermédiaires-là pour trouver le juste milieu afin que tout le monde puisse avoir du pain sur sa table? En fait, nous avons pensé un moment de travail avec eux. La difficulté, c'est qu'ils ne sont pas membres de l'interprofession. C'est des commerçants indépendants et qui ne sont pas organisés non plus. S'ils étaient organisés, on pouvait avec eux à chaque fois fixer les prix du poulet ou des œufs. Parce que c'est vrai, les prix du poulet et des œufs, ça varie. Ce ne sont pas des prix qui sont stables au niveau de l'éleveur, parce que ces prix dépendent souvent des prix des matières premières, de la rareté des poulets ou des œufs sur le marché, en fait de la loi, l'offre, la demande. Mais à tout moment, on pouvait donc fixer les prix au niveau de la ferme et fixer le prix, les marges de ces intermédiaires. Mais eux, ils ne sont pas organisés. Nous avons tenté de les rencontrer, discuter avec eux pour pouvoir mieux les contrôler. Mais ce n'est pas évident parce qu'en fait, ils ne sont pas organisés. C'est des gens qui travaillent parfois d'une manière pas très stable. On les rencontre difficilement. De façon sporadique. D'une manière sporadique et tout. Donc c'est ça notre difficulté en fait. Et parmi les difficultés que vous rencontrez, vous avez parlé avec beaucoup d'emphase du problème d'alimentation. Et ça reste encore plus cher, l'aliment reste encore plus cher sur le sol camerounais. Pourtant, au niveau du marché international, les coûts sont en train de baisser. Pourquoi ça continue à être autant cher au Cameroun? Les coûts sont en train de baisser. Tout à l'heure, j'ai suivi dans un reportage quelqu'un qui parlait du prix du maïs qui coûtait 300 francs l'année dernière. L'année dernière, 300 francs pendant de janvier à septembre pratiquement. 300 francs. Et il a laissé entendre que le prix avait baissé à 200 francs. Ça était parti de 300, je parle du maïs, de 300 francs à 200 francs. Il se posait la question de savoir pourquoi le poulet reste toujours cher. Ça reste cher, pourquoi? Parce qu'en fait, ce prix de 300 francs, c'était exceptionnel, on n'a jamais vu ça. Et pour que l'éleveur produise d'une manière confortable, que le client soit confortable sur le prix, il faut que le maïs soit autour de 180 francs le kilo. Donc quand on arrêtait même 200 francs le kilo, c'est déjà cher, c'est même trop cher en réalité. Donc même 300 francs, c'était exceptionnel. C'est dû, en fait, vous le savez, à la crise surtout la guerre en Ukraine. C'est à cause de la guerre en Ukraine que les coûts ont augmenté. Alors imaginez-vous donc sur le marché mondial, le maïs qui coûtait à l'époque autour de 260 francs le kilo, sur le marché mondial, baisse peut-être à 240 francs, ça ne peut pas avoir un impact significatif sur le prix, sur le coût de production de poulet à la ferme au Cameroun.
C'est très important. À l'État. Oui, allez-y. Je pense que la solution, c'est quoi? C'est de produire assez de maïs. Ça, c'est la solution. Il faut produire le maïs. Pourquoi? Parce que au Cameroun, aujourd'hui, le prix du kilogramme de poulet produit à la ferme revient autour de 1175 francs. 1175 francs. Je vais vous dire que dans un pays comme le Brésil, le prix du kilogramme de poulet coûte 475 francs, produit à la ferme. 475 francs. Moins de la moitié de ce qu'on produit au Cameroun. Pourquoi? Parce que le Brésil produit assez de maïs. Parce que le Brésil produit assez du tourteau de soja. En fait, c'est ça la raison. Ok. Et justement, le président de la République est dans votre logique, puisque dans son discours à l'occasion de la cérémonie du lancement du comice agro-pastoral qui s'est tenu en 2011 à Ebolova, il disait justement, je vais prendre un extrait, « Depuis une vingtaine d'années, je ne cesse de répéter que l'agriculture au sens le plus large, complétée par l'élevage, la pêche, est la véritable richesse de notre pays. » Il n'a pas dit l'une des. Exactement. Il a dit est la véritable richesse de notre pays et que les recettes minières et du pétrole, aussi utiles soient-elles, ne peuvent être la seule base de notre économie. 2011-2024, ça fait 13 ans. Mais on continue de parler de cette dépendance à l'importation du maïs et il allait plus loin en précisant, il mettait l'emphase sur la disponibilité des vastes espaces terrestres et maritimes exploitables, les climats généralement favorables, fertilité des sols, variétés généralement nombreuses, main d'œuvre industrieuse et laborieuse. Un discours qui pourrait susciter la course de vitesse des investisseurs pour le Cameroun au regard de tout le potentiel naturel et humain que regorge au Cameroun. Ouais. Mais pourquoi ça a toujours du mal à décoller? On a l'impression qu'il y a des belles choses qui sont annoncées dans le discours du président, mais que quelqu'un, permettez ça, quelqu'un arrive à faire échouer ce projet-là, ou alors ces projets-là. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Vous qui êtes sur le terrain, vous qui êtes éleveur, vous qui êtes ingénieur agroalimentaire, quelles sont les réalités que vous vivez sur le terrain et qui prennent à contre-pied les belles choses qui sont dites dans les discours du président? En fait, je vais déjà donner raison au président de la République, parce que c'est extrêmement important, j'ai fait dans l'agro-industrie. Il n'y a aucune richesse qui dépasse la richesse produite par l'agro-industrie. Aucune. C'est la base de la richesse. La richesse, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas les mines et autres. Parce que quand vous avez un gisement de pétrole, ce gisement finira toujours. Dans tous les cas, un jour, on va exploiter les puits, ça va finir. C'est une denrée périssable. C'est périssable. L'agriculture reste et restera. Ça, c'est clair. Donc, il faut qu'on comprenne. C'est extrêmement important. C'est elle qui nourrit l'homme. On a besoin de manger tous les jours pour pouvoir sortir de chez soi et grandir, avoir de la force. Il faut manger tous les jours, on ne mangera pas le pétrole. Enfin, il faut manger tous les jours. Donc, l'agriculture, c'est la principale richesse, à mon avis. Ce n'est pas le pétrole ou je ne sais quoi. Donc, en fait, il faut développer. Il faut développer l'agriculture. En développant l'agriculture, ça développe l'agro-industrie. L'agro-industrie se développe sur la base de l'agriculture. Ça, il faut bien comprendre ça. Parce qu'il y a beaucoup qui confondent l'agro-industrie et l'agriculture. Ce n'est pas la même chose. Donc, il faut donc, en développant l'agriculture, l'agro-industrie se développe. Donc, vous imaginez ce que représente l'agro-industrie dans le monde aujourd'hui. C'est énorme, c'est fou. L'agro-industrie, c'est par là que l'homme se nourrit de toute façon. Donc, c'est la principale richesse. Ça, c'est clair. Quand j'ai pris l'exemple du Brésil tout à l'heure, c'est parce que qui produit le poulet à moins de la moitié du coût au Cameroun. Le kilogramme de poulet est 450 francs au Brésil. Exactement. C'est parce que l'agriculture est développée. C'est parce qu'ils ont développé le maïs. Donc, je sais que le gouvernement a mis assez de moyens pour développer dans la filière maïs. Il y a eu des projets comme PIDMA et autres, mais qui n'ont rien donné. Maïscam. Maïscam et autres. Bon, de toutes les façons, tous ces projets ont échoué. Je ne suis pas au Minadé pour savoir exactement les causes de cet échec, mais je sais que le gouvernement a mis des moyens, il y a eu des projets, il y a eu des encouragements dans ce sens, et ça n'a rien donné. Mais par contre, au Minépia, ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales, il y a eu des moyens pour développer certaines filières de viande et autres qui ont quand même porté des résultats. Mais au Minadé, non, je n'en sais pas. N'est-il pas temps, par exemple, que l'État peut-être prenne sur lui d'avoir ces plantations
On a des grandes plantations de bananieraie au Cameroun, mais qui appartiennent aux expatriés. Donc, ce sont des économies glanées qui partent ailleurs. Qu'on ait par exemple des vastes étendues de maïs, des plantations de maïs, de plantains, de macabou, ainsi de suite, parce que avec le Pajaru, il y a eu plusieurs distributions d'argent. Je préfère parler des distributions d'argent aux jeunes pour les encourager à aller vers la terre. Mais au final, on a toujours faim. Le panier de la ménagère a toujours du mal à être rempli. Et on parle de plus de 3 millions de Camerounais qui souffriraient des problèmes d'alimentation. C'est vraiment on peut aller dommage. dans ce sens-là. Oui, c'est dommage parce que le Cameroun connaît de plus en plus de pauvres, il y a de plus en plus de pauvreté. Mais aussi, il faut dire que l'État se désengage de la production, en fait. Des pauvres assis sur de la mine d'or. Assis sur la mine d'or, parce que le chef de l'État l'a bien relevé. Il y a des vastes plantations, vastes espaces arables au Cameroun, des espaces qui sont cultivables. Les terres camerounaises, on le sait, sont très très fertiles. Donc, je voulais donc dire que c'est dommage qu'on ait toutes ces richesses et qu'on vive dans la pauvreté et que la famine sévisse au Cameroun. Je voulais donc expliquer ici que l'État se désengage de la production. Parce qu'en fait, l'État se désengage et l'État cherche plutôt à encourager les privés à produire. Donc, il est question les capitaines d'industrie. Les capitaines d'industrie en réalité. Donc l'État devrait mettre des moyens à la disposition des industriels. J'ai remarqué, pour parler d'un projet, parce que vous avez parlé des causes des échecs, j'avais remarqué en fait, vous parlez du projet PIDMA, puis je me suis frotté un peu à ça, que quand l'État mettait des moyens, l'État a... les fonctionnaires, ils ont une certaine manière de raisonner. Ils disent que voilà, nous on va faire profiter du projet à tout le monde. Voilà, on met des gens qui n'ont même aucune expertise. J'ai remarqué, ce que j'ai remarqué, dans la production, par exemple, du maïs. Imaginez-vous qu'on mette des moyens à la disposition, par exemple, des producteurs de maïs, des producteurs privés, même ceux qui n'ont aucune expertise, qui n'ont aucun moyen, on met de l'argent à leur disposition parce qu'il faut faire profiter à tout le monde. De cette manne que j'appelais. Donc, alors, moi je pense qu'il faut aller vers les professionnels qui ont une expertise bien avérée, mettre des moyens et ils vont produire. La banque des PME, qu'est-ce qu'elle a produit? C'était justement pour accompagner aussi les investisseurs camerounais. La banque des PME, en réalité, devait encourager ces initiatives aussi, parce que en fait, vous savez, financer les projets agricoles en général, c'est pas comme si on finançait une industrie de pâte à papier ou bien je sais pas quoi, donc, ou de bonbons. Donc, parce qu'en fait, l'agriculture doit demander un produit spécifique de financement. Ça doit répondre à un besoin spécifique. Pourquoi? Parce que l'agriculture, quand vous plantez un arbre dans mon domaine, par exemple, quand je fais venir des reproducteurs au Cameroun, j'attends environ 1 an pour voir un poussin. 1 an. Imaginez-vous que j'avais peut-être plus de l'argent dans une banque. Le mois prochain, je devais commencer à me demander de rembourser l'argent. Oui. Or, il faut attendre 1 an pour commencer à vendre et avoir de quoi payer le financement. Donc, je veux dire qu'on doit concevoir un produit spécifique dans l'agriculture. Donc, ça doit répondre à un besoin spécifique. Jusqu'aujourd'hui, au Cameroun, il n'y a rien qui répond à ces besoins. Il n'y a aucun projet, aucun produit bancaire qui répond donc à ce type de financement. Malgré cela, vous êtes quand même à 4% du PIB. Votre secteur contribue à 4% du produit intérieur brut au Cameroun. On revient dans quelques instants pour en parler davantage, mais nous nous intéressons à ce salon de Savi, 5e édition, qui vient de voir sa tombée de rideau à Yaoundé. Daniel Anissé-Boudjé. Avec un chiffre d'affaires estimé à environ 100 milliards de francs CFA, l'aviculture camerounaise représente environ 4% du produit intérieur brut national. Pourtant, la filière demeure toujours confrontée à de multiples difficultés, dont la transformation. On continue à vendre les poulets sous pied. On vend les œufs à l'état que vous connaissez sur le marché, parce que les œufs, on peut bien les transformer en mayonnaise. Les poulets, il faut installer des chaînes d'abattage. On peut vendre des poulets, il faut dépecer les poulets, vendre en partie. Donc, en vendant les poulets en partie,
on peut remettre facilement les poulets à disposition de la ménagère. Voilà tout le sens du 5e Salon avicole international de Yaoundé, ouvert ce 23 avril 2024. Une opportunité exceptionnelle pour les différents acteurs de la filière de partager, mais aussi d'être informés sur les dernières innovations dans la modernisation de la filière avicole, un domaine qui pour l'instant au Cameroun répond déjà presque parfaitement à la politique d'import-substitution du gouvernement. Nous n'importons plus du poulet ou des découpes de poulet, c'est grâce à cette agriculture, c'est grâce aux acteurs nationaux. Au premier jour, le salon attire déjà des centaines de visiteurs parmi lesquels des éleveurs en quête de nouvelles techniques pour améliorer leur production. Je suis venu apprécier la qualité des aliments, la qualité des poussins et même le matériel qu'il faut utiliser pour l'élevage. Et je me dis que de temps en temps, il faudrait qu'il y ait des salons comme ça pour permettre aux éleveurs de s'imprégner de la réalité et de nourrir le Cameroun à travers la volaille. En 2015, le Cameroun a atteint le cap des 111 millions de poulets produits. Un chiffre revu largement à la baisse depuis 2020 du fait des effets néfastes liés à la pandémie du Covid-19. L'objectif de l'interprofession avicole du Cameroun est d'atteindre avant cette fin d'année 2024 54 millions de poulets. En 2016, le Cameroun a connu une épizootie, on parle de grippe aviaire. En 2020, il y a eu la crise du Covid-19. En 2022 encore, votre secteur a été fortement marqué. Il y a eu d'énormes pertes. Nous sommes rendus en 2024. Monsieur le Président François Njonou, quelles sont les mesures qui sont prises pour être le moins impacté si jamais une épizootie similaire se reproduisait? Je vais quand même signaler que dans les grands marchés mondiaux comme la France et le Brésil, il y a une surveillance à travers des vaccinations. Le poulet d'Anjou, ils sont vaccinés. Au Cameroun, quelles dispositions est-ce qu'on prend pour se mettre un peu plus à l'abri? Ouais, vous avez cité la crise du Covid et aussi la crise de grippe aviaire. Donc il faut citer, il ne faut pas oublier l'impact de la guerre en Ukraine, qui a eu un impact très très négatif sur nos activités. Bon, c'est vrai que ça, ce sont les causes exogènes, ça ne dépend pas de nous. Nous, on ne peut pas contrôler les guerres à l'étranger de toutes les façons. Et au Cameroun, par rapport à la grippe aviaire, il y a une surveillance active. Il y a une cellule qui surveille d'une manière active l'introduction du virus au Cameroun. On a pris des mesures pour ne plus importer, que ce soit des œufs, en fait, tout produit aviaire en provenance des pays qui ont la grippe aviaire. Donc dès qu'un pays est déclaré actif, dès qu'un foyer est déclaré actif dans un pays, on interdit toute importation de ces pays. Ça, c'est des mesures qui sont prises depuis quelques temps et qui fonctionnent très bien. Qu'est-ce qu'on importe de ces pays? Puisque le poulet congelé est interdit sur le territoire camerounais, il est produit par les locaux, dont vous, par exemple. Qu'est-ce que vous importez? Nous importons, il y a des pays, nous importons par exemple des reproducteurs, dont c'est la génétique, voilà, des parentaux, en général de l'Europe occidentale, de la France, Belgique, Hollande, Espagne, etc. Bon, c'est des pays qui sont très souvent impactés par la grippe aviaire, qui ont souvent, presque chaque année, qu'en France on a la grippe aviaire, ou en Allemagne, ou en Belgique, des choses comme ça. Donc dès qu'un foyer est déclaré dans un pays, on n'importe plus. Voilà. C'est des mesures qui sont prises. La grippe, le virus, c'est un virus, hein, vous savez, le virus peut se propager à travers aussi le matériel avicole. Voilà. De ces pays, tout matériel avicole d'occasion, qui a été déjà utilisé, est interdit. On n'importe plus. Parce que ce sont des mesures. Et même ceux qui vont, parce que les hommes peuvent aussi transporter, mais si quelqu'un passe dans des fermes avicoles dans ces pays et que nous savons, nous allons lui interdire de passer à côté des fermes avicoles au Cameroun. Ok. Alors, puisque vous avez parlé tantôt de la crise, la Covid-19 en 2020, qui a sérieusement menacé votre secteur d'activité,
Depuis cette période-là, on parle de l'import substitution au Cameroun, on en parle davantage avec la crise en Ukraine. Dans le secteur qui est le vôtre, le secteur avicole, on parle de transformation. Il faut des unités de production, il faut renforcer le know-how des personnes qui travaillent dans le domaine. On parle davantage de la chaîne de froid. Mais est-ce que tout ce dispositif infrastructurel sont-ils déjà disponibles au Cameroun? Je parle justement de ces infrastructures de transformation. Sont-ils déjà disponibles au Cameroun pour permettre de faire le bond de la transformation, de partir du vœu à une réalité qui permette d'améliorer le chiffre d'affaires des éleveurs, d'améliorer la contribution du secteur avicole au PIB du Cameroun? Oui, nous avons voulu profiter de ce salon, de cette 5e édition, pour sensibiliser les opérateurs économiques sur ce thème, parce que ça a été le thème du salon, le cap sur la transformation. Donc nous avons voulu donc profiter du salon pour sensibiliser les opérateurs économiques, que ce soit les professionnels qui exercent déjà dans le domaine ou autres, parce que quelqu'un qui n'est même pas du domaine avicole peut investir dans le domaine, sur ce volet transformation. Donc le matériel n'est pas encore disponible, mais nous avons sensibilisé les gens, montré aux opérateurs économiques que actuellement avec le cheptel dont nous disposons au Cameroun, que ce soit le cheptel en poulet de chair ou le cheptel en poule pondeuse, compte tenu des quantités de produits au Cameroun, il faut réfléchir sur la transformation. Et c'est d'ailleurs, ça va dans le même sens que la politique des pouvoirs publics qui parle d'impôt substitution. Aujourd'hui au Cameroun, il faut y penser. Il faut y penser, pas seulement, enfin, comme je parle de la transformation dans la filière avicole, donc, même dans le domaine de l'alimentation animale. Il y a par exemple des produits que nous importons aujourd'hui, comme des concentrés par exemple, pour produire l'aliment. Il y a déjà, au moins sur ce volet, il y a déjà des usines d'aliments au Cameroun qui ont tout ce qu'il faut pour produire des concentrés. Donc ça, au moins, on peut déjà se passer. Mais il n'y a pas encore de véritable chaîne d'abattage. Il n'y a pas, par exemple, pour les œufs, pour transformer les œufs en mayonnaise, il faut mettre en place des usines pour transformer les œufs en mayonnaise. Donc, en fait, le but, c'était plus de sensibiliser les opérateurs communs dans ce sens, de montrer que voilà, il y a une niche d'opportunités qu'il faut saisir. On parle également de créer des usines de froid. Exactement, on ne peut pas faire la transformation du poulet sans avoir ça fait partie de l'usine de transformation de toute façon. Et puisqu'on parle d'un pays qui est de plus en plus sollicité par des grands pays, des autres, on parle de vos homologues, on a cité tout à l'heure 7 pays, vous avez désormais de la concurrence internationale. Comment est-ce que l'IPAVIC se prépare à affronter ces mastodontes? Vous voyez, je ne vais pas citer les noms des entreprises brassicoles qui s'investissent également dans votre secteur. Vous n'avez pas peur d'être envahi puisque ces entreprises-là, ce sont des multinationales qui non seulement ont l'expertise, mais aussi les moyens. Et en réalité, nous n'avons pas peur de qui que ce soit. Je pense que la concurrence, c'est une bonne chose. Comment vous vous équipez pour faire face à cela? La concurrence, c'est une bonne chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a concurrence, chacun essaie de se surpasser. Chacun essaie de produire mieux et de bonne qualité et moins cher. Voilà là où la concurrence nous mène. Donc, quand on n'a pas peur que ce soit un mastodonte ou pas, il faut fourber ses armes pour être dans la compétition et produire mieux. Pour moi, au niveau de l'interprofession, nous n'avons pas peur de ces concurrents. Je sais de quoi vous parlez. Ça ne nous effraie pas du tout. La preuve est qu'ils sont là. Il y a d'autres qui sont venus avant et même qui ont disparu. Et on est toujours là en train de travailler. C'est un domaine qui est assez dynamique et complexe aussi parce que la filière avicole est assez difficile. Difficile pourquoi? Parce que nous, on entretient des vies. Ce sont des vies que nous entretenons. C'est ça qui est difficile. Entretien des vies, c'est plus difficile que de produire peut-être les clous, je dis n'importe quoi. Produire les clous, bon, c'est des machines qui travaillent d'une manière automatique, mais entretenir des vies comme les poules pondeuses pour produire l'œuf, ou bien les reproducteurs pour produire le poussin et tout ça, ce sont des vies qu'on entretient et c'est très difficile, c'est délicat.
Donc ça demande un savoir-faire, une technicité approfondie. Donc ce ne sont que ceux qui les maîtrisent qui peuvent s'en sortir. On a compris, et le marché reste encore ouvert, les besoins nombreux, non encore satisfaits. Donc, s'il y a de la concurrence, ça n'empêche pas que vous puissiez épuiser le stock de vos productions. Tout à fait. On parle de vie, on parle de santé. Le Cameroun, dans le top 11 des pays frappés par le paludisme, en dépit des mesures qui sont prises par le gouvernement pour juguler cette maladie-là. Notre environnement est de plus en plus insalubre et on a entendu des uns et des autres dire si l'environnement reste sale, toutes les mesures qui sont prises seraient mettre la charrue avant les bœufs. Nous vous proposons cette succession de reportages qui revient sur cette actualité la semaine. C'était jeudi précisément, c'était la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Un reportage. À la question de savoir si un avenir sans paludisme est envisageable au Cameroun, les habitants de la ville de Yaoundé ont pour la majorité la même réponse. Éradiquer le paludisme dans ce pays. Non, je ne pense pas. Pourtant, le ministère de la Santé publique et d'autres organismes nationaux et internationaux disent mener une bataille constante contre la maladie. Si elle persiste, c'est parce que toute la ville est sale. Partout, on voit les poubelles pleines, versées par terre. Parce qu'il y en a les ordures un peu de partout et les rigoles sont vraiment très bouchées. Comme ils le disent, l'insalubrité a véritablement la peau dure. Il suffit de faire un tour dans la cité capitale pour le vérifier. Les ruisseaux sont en permanence pollués, les herbes étouffées et les rigoles hantées par les eaux stagnantes et les ordures ménagères. De quoi faire de ces endroits de véritable maternité pour la nouvelle femelle, agent vecteur du paludisme. Hormis l'insalubrité, la persistance de l'endémie est due à certaines pratiques dites illégales menées dans nos centres de santé. Dernièrement, j'étais à l'hôpital avec une de mes soeurs. On a vendu la moustiquaire ou le moustiquaire. Une liste de mots connus et rallongée par le ministre de la Santé lui-même à l'occasion d'un point de presse organisé ce 25 avril, journée mondiale du paludisme. Aujourd'hui, seulement 68% des ménages disposant de Milda les utilisent effectivement. Nous avons aussi l'utilisation insuffisante des services de consultation prénatale, limitant l'accès au traitement préventif intermittent par les femmes enceintes. Et là encore, seulement 51% reçoivent au moins 3 doses de traitement préventif intermittent. Afin de rendre possible le rêve de l'éradication du palu de notre pays, les experts et les populations proposent tout de même quelques actions à entreprendre. Les médicaments basiques comme la Téméter, les médicaments basiques, on ne doit pas vendre ça. Nous devons prendre conscience à nous-mêmes, nettoyer les alentours. En effet, nous venons d'élaborer notre 6e plan stratégique national dont l'objectif premier est d'assurer un accès universel et équitable aux interventions les plus efficaces de prévention, de prise en charge du paludisme à un coût abordable à toutes les populations camerounaises, y compris les plus vulnérables et défavorisées. En attendant, le Cameroun demeure dans le classement des 11 pays les plus touchés par la maladie, selon l'Organisation mondiale de la santé. Lorsque je ressens les moustiques, je commence à taper mon corps partout. Ce geste, la plupart des doualais le maîtrisent. À Bonapreso chez Ferry, la prolifération des moustiques vient de ces eaux souillées qui traversent une dizaine d'habitations. Le décor est identique à Mabanda. Nous sommes à Bonabéry dans l'arrondissement de Douala 4e. Nous sommes dans le moustique. Même si je vois les moustiques et les mouches sont beaucoup. Si tu regardes une émission ou un match, quand un moustique vient vers toi, tu vois le moustique, tu tapes, après tu vois il a sucé un peu de ton sang, justement à gratter, ça te rend, tu te mets mal à l'aise, tellement tu es mal à l'aise. Avec les arbres, tout ça, on ne peut pas vivre comme ça. Parce que là, quand tu te grattes même, ça te donne les taches, ça te donne des cicatrices. Vous pouvez même voir un peu là, j'ai les boutons. C'est souvent ça même qui me donne ça, tous ces moustiques-là. Au bois de Singe, des maisons au milieu de la broussaille. Tout à côté, une décharge où s'échappent plusieurs matières organiques. C'est à juste titre que les habitants l'ont baptisé Chicam. Ce lieu insalubre
favorise le développement de la nouvelle femelle, agent vecteur du paludisme. Quand il y a tous les engrais organiques, selon dit les chimiques, l'eau de chi comme là, ça entre là-bas chez nous et ça grandit les arbres, les petits arbres que vous voyez là. Et ça donne les moustiques, ça reste les moustiques, ça garde les moustiques. Et dans la nuit, ça nous dérange. Cet insecte de moins d'1 centimètre se nourrit de sang. Cependant, il existe plusieurs solutions pour se mettre à l'abri des piqûres de moustiques. J'ai un anti-moustique là, que je mets souvent sur moi, et l'autre c'est comme la raclette là. Je commence à tuer les moustiques avec. Bon, pour finir, pour dormir, j'ai dit aux enfants de mettre le moustiquaire. Dans tous les chambres, les moustiquaires. Dans le domicile, chaque personne doit nettoyer son domicile pour être à l'aise. Vous savez, quand vous prenez le domicile, c'est ta maison. Donc quand tu prends n'importe, c'est ta maison. Donc tu dois le rendre propre pour que tu dois être à l'aise. Parmi ces mesures préventives, dormir sous un moustiquaire est fortement recommandé par les spécialistes de la santé. On est pris au piège des ordures de part et d'autre dans nos cités, sur les terre-pleins, on en rencontre, et même autour de nos maisons, on voit des ordures, des herbes qui poussent à longueur de temps et on ne les nettoie pas. Les responsabilités restent partagées. Président François Ndjonou, on va certainement incriminer l'État qui ne ramasse pas les ordures partout, mais aussi, dans les ménages, on n'a pas le réflexe de nettoyer tout autour de la maison. Les ordures peuvent avoir une seconde vie, non? En fait, il s'agit d'une responsabilité collective. Hein, tout à fait, c'est pourquoi je parle de responsabilité partagée. Exactement, l'État a sa part dedans, mais les gens peuvent, dans des quartiers, s'organiser, assainir un peu au moins leur environnement. J'ai vu dans le reportage des mares d'eau autour des maisons et autres. Ce sont ces mares d'eau qui favorisent le développement de ces moustiques. Donc il faut que chacun fasse sa part, que les gens soient propres, parce que c'est une question de propriété. Donc quand chacun essaie d'assainir son environnement, de rendre sa maison propre et ses alentours, les quartiers devraient s'organiser, parce qu'il ne faut pas tout attendre l'État. L'État doit aussi, hein, les communes doivent ensemble mettre des moyens pour que les quartiers soient assainis. C'est très important pour la santé publique. Malheureusement, le jeudi propre, les matins qui sont destinés à la propriété environnementale, on se rend bien compte que les jeudis propres, les gens ferment leurs boutiques, restent à la maison, attendent 10 heures pour les ouvrir, sans curer le caniveau, sans nettoyer leur espace de vie. Et au final, ce sont les familles qui tombent malades, on n'a pas de l'argent pour se faire soigner, on n'en a pas déjà suffisamment pour s'alimenter, malheureusement. Je me demande même comment on évalue l'impact de ce jeudi propre sur la propriété en ville, s'il faut le dire ainsi. Parce que tous les jours, je vois des gens rester chez eux, ils attendent. Parfois, on me dit que dans certains quartiers, il faut ouvrir les boutiques à 11h, d'autres, il faut ouvrir à midi. Mais les gens attendent 11h, sortent pour aller ouvrir à midi, sans rien faire. Et en ville, pendant qu'on passe, on ne voit personne nettoyer et même sa devanture autre. Je me demande comment on mesure les résultats. Donc, en fait, ça, pour moi, c'est dans le sud-ouest, hein, parce qu'il faut dire ça pour féliciter nos compatriotes de la région anglophone. Dans les villes dans le sud-ouest particulièrement que j'ai bien visité de temps en temps, les villes sont propres. Les villes sont vraiment propres. Ce sont des exemples qu'on devrait copier. Ouais. Au Rwanda, par exemple, vous ne verrez pas un mouchoir au sol, c'est propre partout, voilà. Jusque dans les villages. C'est des exemples. Le civisme, quoi. Oui, le civisme, la responsabilité. Le pays, il appartient à tous les citoyens et on a tous la responsabilité d'y mettre la main pour que ça s'améliore. Nous allons nous intéresser pour sortir, bientôt nous tirons à la fin de ce programme, l'immigration au Canada, c'est un paradis ou un mirage. Cette semaine, à Buea, on a vécu des milliers de personnes se mouvoir pour le test de langue. Il y a eu parfois des bagarres, des gens qui ont passé la nuit sur place pour pouvoir passer le test. Nous allons prendre cette ambiance avec le concours de notre correspondante Danielle Inès Ondouambala dans la région du Sud-Ouest. Campus de l'Université de Buea, c'est la ruée des candidats à l'immigration pour le Canada. Ils sont des milliers
Plusieurs d'entre eux ont passé la nuit ici, à la Belle Étoile. Venus des coins et recoins du pays, ces Camerounais veulent s'inscrire à l'examen du TCF, test de connaissance de la langue française. La faculté des arts de Youbi ouvre ses portes pour la première fois à ses candidats à l'assaut du précieux sésame. C'est un campus de Boya qui grouille de monde, des rangs interminables. On peut lire sur le visage de certains candidats arrivés depuis la veille des signes de fatigue. Les responsables en charge d'accueillir les dossiers semblent submergés. Malgré la présence des forces de défense et de sécurité, cet attroupement conduit à des débordements. L'on enregistre quelques dégâts matériels. Des portes et des fenêtres vandalisées, des bousculades ça et là, querelles et disputes ne manquent pas dans les rangs. Le moins que l'on puisse dire est que la course pour le TCF est lancée à la Faculty of Arts de l'Université de Buea. Alors, François Ndjonou, vous êtes ingénieur agroalimentaire formé au Cameroun. Vous avez fait votre richesse au Cameroun. Quand vous regardez cette ruée des jeunes Camerounais, cette fuite de cerveau vers le Canada et bien d'autres pays occidentaux, quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous vous dites? Je suis particulièrement curieux de voir des images de ce genre parce que les Camerounais cherchent à partir, tous cherchent à partir. Il y a le chemin du Canada depuis quelques années, apparemment tous veulent y aller. Et voilà, personne ne cherche, n'imagine qui peut faire sa vie ici. Parce qu'il faut dire qu'en Afrique et particulièrement au Cameroun, il y a énormément d'opportunités, même dans ma filière, dans la filière avicole, il y a énormément de choses à faire. On peut partir de très peu de moyens pour se battre, pour se faire de l'argent. Voilà, parce qu'en fait, dans ces filières, par exemple, on n'a pas besoin d'avoir un capital énorme pour commencer. J'ai vu des gens, certains de mes clients, qui ont commencé petits et qui aujourd'hui sont des gros éleveurs. Ça, j'ai des exemples que je peux bien citer. Et donc, quand je vois tout le monde qui cherche à partir, ça fait mal. Mal, justement, aussi parce que le système éducatif ne produit pas des lauréats qui soient capables de se prendre en charge. On produit des lauréats qui cherchent à travailler quelque part, qui cherchent à... On produit des chercheurs d'emploi. Les chercheurs d'emploi, c'est ça le mot. Et quand le marché de l'emploi n'est pas aussi florissant. Oui, ils ne cherchent pas à savoir si dans leur environnement ils peuvent trouver quelque chose à faire de toute façon. Ils cherchent à partir parce qu'ils vont déposer une demande d'emploi. Au Canada, dont on parle, il paraît que quand on y arrive, on trouve facilement l'emploi. Mais il y a aussi une méconnaissance du monde occidental. Ils ne comprennent pas que c'est très très difficile en Occident. En Occident, la vie n'est pas rose comme on pense. Ce n'est pas vraiment rose comme les Camerounais pensent. Ceux qui n'y sont pas encore allés ne peuvent pas comprendre ce que je dis. Mais ce n'est pas facile. Quand bien même on gagne l'argent là-bas, la vie n'est pas facile. Donc, il faut qu'ils comprennent. C'est très important de chercher déjà autour de soi ce qu'on peut faire. Il y a des opportunités. Moi, je suis ingénieur, comme vous le dites, donc il faut créer, il faut chercher à maîtriser son environnement, maîtriser son espace, à se faire de l'argent sur place. C'est encore possible. Mais en Occident, ce n'est pas possible, hein, ce que je dis, parce que quand je parle de partir de rien pour se faire de l'argent dans le domaine avicole, en Occident, vous ne pouvez pas prendre un carton de 50 ou 100 poussins, commencer, hein, ça ne demande pas 300 000. Vous avez 300 000 francs, vous pouvez commencer, avec un petit carton de poussins, vous arrivez, vous vendez, et ainsi de suite. Mais en Occident, c'est impossible, vous ne pouvez pas le faire. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de l'État dans ce qui est en train de se produire? Voir ses fils partir, personne ne souhaiterait abandonner son pays comme ça, et puis partir. Est-ce que sur place, il n'y a pas une responsabilité de l'État vis-à-vis de cette jeunesse, une responsabilité qui n'a pas été assumée pour voir cette jeunesse partir de cette façon? Oui, c'est quand même de la crème, ce sont des cerveaux du Cameroun qui sont en train de partir ainsi. Ouais, je pense que la responsabilité revient à l'État.
aussi aux parents, mais beaucoup plus à l'État. Parce que j'ai parlé du système éducatif tout à l'heure. Parce que l'éducation ne permet pas aux gens de se prendre en charge. Moi, je le dis parce que je suis quelque part éducateur aussi, parce que j'ai quand même des associations scolaires. Et il faut amener les enfants, depuis l'école primaire, le collège et tout ça, à se prendre en charge. Il ne faut pas former les chercheurs d'emploi. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a énormément de choses au Cameroun. Au Cameroun, on n'a rien fait. Rien n'est fait. Il y a tellement de choses à faire. Tout est à refaire, ou tout est à transformer. Voilà, tout est à transformer. Donc, il faut que les gens comprennent qu'autour d'eux, il y a de la richesse. Et ce n'est pas en Occident contre la richesse. Mais la preuve est que les Occidentaux aujourd'hui, moi je participe au colloque à l'international très régulièrement, les Occidentaux eux-mêmes le disent que la richesse c'est en Afrique. Et ils cherchent à venir prendre ces richesses en Afrique pendant que les Africains vont chez eux chercher. C'est quand même paradoxal, quoi. C'est un grand paradoxe. Alors, on va sortir avec le domaine qui est le vôtre. On parle de l'aviculture. Il y a 20 ans, 24 ans, 25 ans, le combat contre l'importation du poulet congelé sur le sol camerounais a été lancé. Le défi de la contrebande, où est-ce que vous en êtes? Il reste d'actualité? Aujourd'hui, en réalité, on n'importe plus d'une manière légale les poulets, les coupes de poulet au Cameroun, mais il y a toujours des importations frauduleuses des poulets. Il y a des poulets qui entrent par les frontières sud en général, des pays limitrophes par le sud du Cameroun. De temps en temps, il y a des gens, des commerçants véreux qui essaient de faire passer des coupes de poulet par la frontière sud. Mais nous sommes toujours en alerte et à chaque fois le prix est plus attractif? Oui, le prix est même très bas parce qu'en général, c'est des poulets qui sont subventionnés en Europe. C'est des poulets qui sont fortement subventionnés par des gouvernements européens. C'est pour ça que les prix sont très bas. Donc on les importe vraiment à bas prix. Et en général aussi, c'est même des poulets qui sont... C'est les mauvaises parties du poulet. Parce que quand on abat les poulets, il y a des parties nobles qu'on vend très cher. Il y a d'autres parties en général qu'on envoie pour la fabrication d'aliments pour chiens et chats. Donc ces parties sont vendues en Afrique à très bas coût. Et c'est pour ça que sur le marché, ces poulets concurrencent fortement les poulets produits localement. Vous parlez justement de cette contrebande, vous parlez de cette pratique. Il y a très peu de mois, là, votre secteur a saisi une cargaison de poulets de contrebande qui a échappé au filet de la douane. C'était à l'extrême nord du Cameroun. Cette cargaison partait du Nigeria. Alors, Président François Njonou, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons été des vôtres pendant ces 1 heure d'émission parlant de fond en comble de la filière avicole au Cameroun, les produits aviaires, notamment le poulet de chair et les œufs de table. Et on espère aussi avoir un secteur subventionné, avoir des terres davantage exploitées pour cultiver le maïs qui reste le principal aliment des poulets au Cameroun. Voilà. Et le discours du président de la République de 2011 au comice agropastoral reste d'actualité. Ça reste la principale richesse, l'agriculture et l'élevage. Merci d'être venu. Votre mot de fin pour conclure ce magazine, La Rétro. Ouais, mon mot de fin, c'est pratiquement ce que vous avez dit. C'est que je profite de votre tribune pour lancer un appel encore très pressant, très fort au gouvernement de produire suffisamment du maïs. S'il y a suffisamment de maïs, particulièrement, la filière avicole va se porter mieux. Il faut rappeler que c'est une filière porteuse de croissance. C'est une filière qui peut se développer très rapidement. C'est une filière qui emploie aujourd'hui plus de 330 personnes. C'est pas rien. C'est quand même un des gros employeurs. Je parle comme filière, quoi. Après l'État, 330 acteurs directs. Acteurs, oui. Enfin, je veux dire des emplois, quoi, des emplois directs. Donc, c'est une filière qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup. Ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds puisque le Salon avicole international vient de fermer ses portes à Yaoundé. C'était parrainé par le Premier ministre chef du gouvernement. Exactement. Merci Monsieur François Njonou, président de l'interprofession avicole du Cameroun, qui a accepté de répondre aux questions de la rétrospective de l'information. Nous parlions de l'élevage en mettant le curseur sur le secteur avicole et le défi de la transformation. Merci d'avoir été des nôtres pour cette édition de la rétrospective de l'information.
Eh bien, la rediffusion, c'est lundi à 9h. Quant à moi, dimanche prochain, je serai à nouveau des vôtres avec le même plaisir. Portez-vous bien et restez en compagnie des programmes de Canal 2 International. C'est 24h sur 24. Allez, au revoir.